Vous êtes architecte et avec votre association Arpenteur, vous avez monté un bon nombre de projets participatifs. Vous êtes des spécialistes de la participation Arpenteur. Et justement, ce soir, vous allez nous parler de vos actions à Montreuil dans le cadre de cette plateforme citoyenne qui s'appelle la Fabrique des Hauts de Montreuil. Alors, on va s'arrêter particulièrement sur le travail que vous avez fait sur place avec deux associations de riverains, Le Béton de la Colère et ASB 11. Mais donc, avant tout, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous présenter la Fabrique ? J'ai passé 15 ans effectivement à faire de la maîtrise d'œuvre dans des contextes qui rentrent en résonance avec ce que Hélène vient de nous raconter. Alors j'étais pas à l'Almagar. L'Almagar c'était au contraire le projet expérimental porté par une lutte urbaine, mais j'étais à Mélan, aux Béalières, qui était un quartier porté par une municipalité GAM justement. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes d'architecte urbaniste. Et c'est là qu'on a regardé longuement aussi l'Almagar à l'époque. Et qu'il y avait cette espèce de grande différence entre des gens qui étaient dans la lutte urbaine et puis d'autres qui avaient pris le pouvoir et qui se lançaient dans des mêmes dynamiques de participation, quoique c'était peut-être pas les mêmes. Hein, peut-être qu'effectivement, derrière la lutte urbaine, on recollait un peu plus facilement avec les projets de l'ADELS et du mouvement citoyen autour de la participation qui était plus sur, moi je parle d'émancipation, et qu'à Mélan, on était plus dans une instrumentalisation, dans une conduite de projet un peu plus efficace avec les habitants. Et moi je me suis retrouvé ballotté comme ça pendant longtemps jusqu'à ce que, à force d'être avec les habitants, ceci m'explique un peu les raisons de la participation. Et donc la dernière phrase de Hélène me plaisait bien. Hein, elle disait, j'essaye de dire ce que participation pour une fabrique démocratique de la cité. Et moi, avec les habitants avec lesquels on s'est frotté, on finit par dire la participation, c'est peut-être le plus court chemin pour faire société simplement. Voilà, ça c'est le réseau Capacitation Citoyenne qu'on anime par ailleurs. Mais allons-y sur Montreuil. Sur Montreuil. Je vous montre juste quelques images pour qu'on revienne dans une réalité. Montreuil, la capitale de l'Île-de-France dont Paris est une banlieue. Il y a 5 ans maintenant, la municipalité de Montreuil envisage de construire le plus grand éco-quartier d'Europe de Montreuil. Comme toutes les villes de France à peu près, elles veulent tous le plus grand éco-quartier d'Europe. Pour ça, on est sélectionné pour monter le processus de participation. Je vous montre rapidement quelques images et puis ensuite je vous raconte l'histoire. La fabrique, ça finit par être un lieu qui s'implante dans le quartier de la Boissière. Le territoire, c'est un territoire très très vaste, qui est celui des Hauts de Montreuil, c'est-à-dire celui où on n'accède pas en métro, hein, où c'est très difficile d'arriver parce que les bus sont rares et surchargés, et dans lequel il y a en particulier un territoire assez étrange qui est celui des murs à pêche. Donc il y a une grande zone pas urbanisée et pourtant très peuplée. Tout le projet s'est élaboré de façon moderne, hein, sur un plan guide qui a été un plan porté petit à petit et qui a fait l'objet de plein de versions. Et ça, c'était très important que nous, on mette en valeur justement la progression de ce projet. Et ça a été aussi un support de travail permanent. Hein. On a été sur des séquences assez longues de travail sur ce plan guide général. Et puis assez vite, vous verrez, je vous le raconterai, on était dans des formes qui n'étaient pas des formes de réunion plénière du tout, hein, qui étaient plutôt de se retrouver sur le terrain, de regarder la réalité, de visiter le territoire qui est un territoire très vaste. Et on a assez rapidement, quand on a eu enfin un lieu, monté un conseil de fabrique. Le conseil de fabrique, c'était une instance qui décidait de comment s'organiser la participation et dans lequel il y avait des élus, des techniciens bien sûr, mais surtout n'importe quel habitant qui voulait s'y joindre. Il y avait aussi un conseil scientifique qui se réunissait 2 ou 3 fois par an et qui réunissait des sommités en matière d'architecture, d'urbanisme, d'écologie, de sociologie, etc., qui était présidé par Patrick Vivray. Et puis une quantité incommensurable d'ateliers avec des publics très différents, des enfants, des adultes, des ateliers qui étaient en salle, d'autres qui étaient directement dans la rue,
et qui essayaient d'innover dans les outils de participation. Je passe vite parce que finalement ce sont des expériences que vous verrez sans doute ailleurs aussi. Hein, donc quand on parle du Haut-de-Montreuil, on parle évidemment de transport, donc à un moment donné on imagine le tram et on fait des ateliers autour. Et puis on profite aussi en même temps de grands événements de la ville qui sont soit par exemple ici la voie est libre, qui est le moment où l'autoroute est coupée à la circulation et où on installe les associations dessus et on en profite nous pour parler de projets urbains. Et puis d'autres séquences qui sont des séquences pour aller directement rencontrer les gens dans la rue, hors cadre institutionnel, et pour discuter avec eux d'un sujet ou d'un autre. Là c'était à propos de la circulation. D'autres ateliers de maquettes qui produisent des maquettes plus ou moins lisibles d'ailleurs, on pourra en parler. Et puis finalement donc l'émergence de ces collectifs autonomes que sont par exemple le Béton de la Colère ou le SB11 dont on va parler. Juste pour replacer dans le contexte, toutes ces actions là qu'on a vu défiler en quelques minutes, c'est depuis combien de temps tout ça s'est mis en place? Voilà, et sur combien de temps? Ça démarre en 2009 et nous on intervient à partir de 2010. Et c'est ça que je voulais vous raconter, c'est que ça commence par une belle déclaration d'Arpenteur qui dit « Nous, il nous semble que vu l'état de suspicion qu'il y a autour des dispositifs de participation et vu l'absence de quantité de public dans ces dispositifs de participation, on vous propose de travailler sur une forme qui soit un petit peu à distance de la municipalité, qui soit une plateforme autonome, un minimum autonome, et qui aille chercher des publics qui sont des publics qui ne sont pas là d'habitude. » Voilà notre déclaration d'intention qui était fondée sur des années et des années d'expérience. Et les élus de Montreuil nous disent « Allez Banco, on essaye ça ». Et donc on essaye ça, on s'installe sur le territoire et on tombe sur l'impossibilité de faire ça. Mais l'impossibilité complète. C'est-à-dire qu'on tombe sur un terrain miné systématiquement. Montreuil, c'est une ville comme il en existe peu, c'est-à-dire souvent nous on se retrouve dans des situations où le problème qu'il y a c'est la mobilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient, ça n'intéresse personne de discuter ensemble. À Montreuil c'est pas ça. À Montreuil, dès qu'on claque des doigts, il y a plein de gens qui veulent discuter ensemble. Et il y a plein de gens qui veulent raconter leur histoire de Montreuil. Il y a plein de gens qui sont avec une force et une énergie qui disent, voilà, nous on sait ce que c'est que Montreuil et on sait comment doit devenir Montreuil. Simplement, ils sont rarement d'accord entre eux. Et donc, il y a une énorme énergie sociale et politique, technique, etc., qui est développée sur cette ville, mais qui s'auto-détruit immédiatement, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait plutôt raison que l'autre. Et les lieux de confrontation, la culture de la participation, finalement, elle est assez peu fondée, c'est-à-dire qu'on est dans des rapports assez radicaux. L'histoire veut ça, on pourra en discuter si vous voulez un petit peu après, mais en gros, on a des mobilisations qui sont très très incarnées et qui ne trouvent d'espace de négociation que dans l'entre-soi. Et dès qu'ils se retrouvent dans l'espace public, leur rapport au monde est de... Soit on est dans le rapport de force, et donc une réunion plénière, c'est très 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 couramment, ça se déroule avec des banderoles au fond. Assez systématiquement. Et les élus en face se posent comme légitimes absolument puisqu'ils ont été élus. Et puis, à la sortie de la réunion, tout le monde se salue et tout le monde se demande des nouvelles de chacun. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est de la façade. Mais le travail ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là, à dire comment on rétablit la confiance pour que les gens travaillent ensemble. Et là, on a passé 1 année et demie à déminer. Il y avait des bonnes raisons à déminer, c'est-à-dire que nous on arrivait avec une grande bannière qui disait le projet des Hauts-de-Montreuil, on va en parler et on va le faire ensemble. Et en face on avait des gens qui disaient mais comment ça vous allez le faire ensemble? Vous voyez bien que non, puisque on a récupéré le dossier que vous avez envoyé à la région pour avoir des sous et on voit bien que tout est ficelé.
Alors bon, on avait beau expliquer que peut-être les techniciens avaient été obligés de faire un dossier qui paraissait ficelé pour aller chercher des sous, mais que tout était encore à discuter, le mal a été fait. Et puis, comment voulez-vous qu'on vous croie, alors que pendant que vous voulez qu'on redessine le projet avec vous, dans notre quartier qui fait partie des Hauts-de-Montreuil, on est en train de poser un permis de construire de logements HLM devant chez nous, dont on ne parle absolument pas dans le projet des Hauts-de-Montreuil. Donc comment on fait pour vous croire, etc. Et continuellement, c'était ça. Continuellement, il y avait un service de l'habitat qui ne travaillait pas forcément avec le service de l'urbanisme sur le Hauts-de-Montreuil. Continuellement, il y avait des quiproquos, des malentendus, etc. On n'a pas réussi, au bout d'un an et demi, à atténuer complètement ces malentendus. On a atténué certains, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on déminait quelque part, on s'en allait ailleurs pour déminer ailleurs, et là, on nous remettait des mines à cet endroit-là. Donc, c'était pas très, très facile. Mais ce qu'on a fait, c'est d'abord qu'on a changé complètement toute forme de... On a coupé avec les réunions qui étaient des réunions de représentation avec Madame le maire sur une estrade comme ici, là. Et les gens en face, parce que ça c'était tellement institué comme le ring d'affrontement qu'il fallait plus qu'on revienne à ça. Donc on a été très très vite dans ce que vous avez vu comme image, c'est-à-dire ces images d'ateliers, de promenades, etc. Et puis ce qu'on a fait aussi très vite, c'est ce qu'on avait promis d'ailleurs, c'est d'aller chercher les gens qui ne sont jamais là. Les gens qui ne sont jamais là, c'est en particulier une très très grosse population malienne qui est très très peu dans les réunions, une grosse population manouche qui est sur les murs à pêche depuis très longtemps, ou les grandes vagues de familles roms qui sont arrivées sur Montreuil à ce moment-là et qui sont très très impactées par le projet. Puis on est allé chercher les enfants, puis on est allé chercher justement ces publics qui rendent les autres polis finalement, c'est-à-dire qui font que en leur présence, on ne peut plus être seulement des gladiateurs qui se connaissent depuis 30 ans et qui se disputent entre eux. Ça a beaucoup amélioré les choses et ça nous a permis, dans un deuxième temps, de monter un lieu qui s'appelle La Fabrique et qui a été ce lieu où là, on a vraiment travaillé sur le projet. Et donc avec La Fabrique, il y a eu plusieurs associations de riverains qui sont mises en place, c'est ça Alors, les deux dont vous voulez nous parler. Sur La Fabrique, ce qui s'est passé, c'est que les vieilles associations militantes, soit sur le social, soit sur l'écologie, soit sur l'agriculturel, puisque c'était le terme autour des murs à pêche qui était employé, elles ont été très réticentes à venir jusqu'à La Fabrique. Hein. Donc on travaillait finalement quelquefois plus avec les habitants de Rosny, avec les Maliens, ou avec les Roms, ou avec les jeunes, ou avec des gens qui n'étaient pas encartés dans une association. Et puis, il s'est passé au bout de quelques temps plusieurs mobilisations. Il y a eu la terrasse, il y a eu le béton de la colère, et il y a eu la SB11. Alors, je vous raconte rapidement surtout le béton de la colère. Le béton de la colère, c'est 7 familles différentes qui voient apparaître un permis de construire en mairie, qui est la construction dans leur quartier de petites maisons de ville, de petites villas, d'un immeuble de 7 étages, qui en plus semblait assez mal dessiné, assez brutal, et nous on n'en avait pas connaissance. Hein, c'est-à-dire qu'on savait tout ce qui se passait sur le projet de Haute-Montreuil, mais on ne savait pas qu'il y avait un permis de construire qui était en train de se déposer dans une rue habitée à cet endroit-là. L'enjeu pour nous, c'était que le grand éco-quartier dans lequel il allait y avoir des lignes de tram, peut-être des lignes de métro, des nouveaux logements, un collège, etc., des équipements, ce soit aussi un quartier qui soit pas collé, parachuté. Qu'il n'y ait pas que les bobos de Montreuil ou de Paris qui viennent envahir ces quartiers qui sont quand même des quartiers très, très populaires. Donc l'enjeu, c'était vraiment de faire avec les gens qui existent, qui vivent déjà dans ce quartier. Et là, subitement, on s'aperçoit que dans leur rue, il y a des choses qui ne sont pas prises en compte par le projet. Ces 7 familles se mobilisent
et disent mais ça va pas, vous n'allez pas nous construire ça en bas de chez nous. On a une réaction. Les chercheurs ils disent beaucoup NIMBY, là, vous savez, not in my backyard, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça du côté des réservoirs, plus loin, mais pas dans notre quartier à nous. Et c'est cette famille-là sont très très vite venus voir la fabrique en disant comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant, pourquoi vous ne nous en avez pas parlé, etc. Et la fabrique, du coup, a joué un rôle de relais entre les services municipaux et puis cette famille pour essayer de comprendre d'où venait toute cette histoire. Et on est tombé à ce moment-là sur des services qui nous ont dit on est bien embêtés, en fait on a changé le PLU, donc maintenant on a le droit de construire jusqu'à 7 ou 8 étages à cet endroit-là, mais on n'avait pas prémédité le fait que ça allait arriver si vite. Et là on a un promoteur privé qui fait ça, qui lance son projet. On ne sait pas comment l'arrêter. Et donc les habitants ont compris qu'il y avait effectivement un dysfonctionnement qui était lié à la fois au changement du PLU et à la fois à la vivacité d'un promoteur, et ont décidé de pousser les choses vers la négociation en disant bon, peut-être qu'effectivement il faut qu'il y ait quelque chose qui se construise là, mais alors pas sous cette forme-là. Essayons de travailler avec le promoteur. Le promoteur, là, a refusé de travailler avec eux. Et donc, du coup, eux ont continué de façon très, très assidue à se renseigner, à mieux comprendre la loi, à comprendre comment était fait le PLU, et en s'appuyant sur la fabrique à longueur de temps. Et nous, on a poussé ça complètement. Et il a fini par y avoir une coopération entre la municipalité et l'association du béton de la colère, quand même, hein. On parlait des détournements de noms, qui a bénéficié d'un petit financement pour que des étudiants viennent travailler avec eux et pour qu'ils élargissent leur travail à l'ensemble du quartier, sur une lecture du quartier et sur une compréhension de comment finalement la trame urbaine, les cheminements, les espaces verts, etc. étaient pris en compte dans ce quartier, et comment est-ce qu'on pouvait du coup travailler sur un énoncé de tout ça pour aller vers une charte au promoteur, par exemple, une écriture d'un texte qui ne soit pas forcément un texte législatif, engageant, mais qui propose au promoteur de travailler dans une compréhension de ce qu'était ce quartier. Et du coup, très très vite, le béton de la colère est devenu un interlocuteur à la fois de la fabrique, un pilier de la fabrique, et puis un interlocuteur direct de la ville. Et eux sont passés assez facilement d'une municipalité à l'autre. C'est-à-dire qu'actuellement, la charte des promoteurs est en train d'être reprise par la nouvelle municipalité, et le béton de la colère continue d'être un interlocuteur important en ayant complètement élargi son champ de vision. C'est-à-dire que maintenant, ils sont des acteurs citoyens de l'écriture du PLU, de la construction des petits projets d'aménagement sur les cheminements piétons, etc. Voilà, ça c'est un des exemples. Le deuxième exemple dont je pourrais vous parler... Pardon, juste pour ce bâtiment en question, le bâtiment a pu voir le jour, le promoteur a pu faire son projet initial, ou du coup il y a eu un contre-projet? Quel est le fin mot de cette histoire? Le bâtiment n'a toujours pas vu le jour. Le bâtiment a été bloqué, c'est-à-dire que le promoteur, voyant la mobilisation qu'il y avait contre son projet, est d'abord rentré en négociation avec la commune en disant mais qu'est-ce que vous en pensez? Et la commune là a pu s'exprimer pour dire quand même votre dessin il n'est pas beau, votre bâtiment il n'est pas beau, on pourrait peut-être travailler les choses. Et donc il y a eu une refonte complètement du projet sur cette base-là. Je ne sais pas bien où ça en est actuellement, mais en gros il y a une remise en cause du projet, et le projet va se faire, mais ce ne sera pas le projet initial, quoi. Le deuxième exemple, il est encore un peu plus époustouflant. On est exactement dans la même configuration. Ce sont 11 petites maisons qui sont en voie d'expropriation par la RATP pour préparer la sortie du métro de la ligne 11 qui va se faire sur le haut du boulevard de la Boissière.
Et là, dans ces 11 familles, il y a quelques compétences. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 personnes qui s'y connaissent, qui sont urbanistes ou qui sont en lien avec des urbanistes assez facilement et qui comprennent ce que c'est qu'un grand projet comme une ligne de métro et qui se mettent ensemble, qui réfléchissent ensemble et qui, à ce moment-là, sans la fabrique, sans même qu'on sache qu'ils existaient, se sont mis à dessiner un contre-projet. Et à un moment donné, leur contre-projet tenait la route. En gros, ils proposaient de déplacer les bouches d'entrée dans la station de métro de telle manière qu'on n'avait plus à détruire 11 maisons, mais qu'on touchait seulement, je crois, 3 ou 4 maisons. Et en plus, ils rapprochaient les bouches de sortie du métro du boulevard de la Boissière. Donc, ils amélioraient finalement la fonction par rapport au fait que c'est là qu'il y avait le plus grand nombre de personnes qui étaient intéressées par cette bouche de métro. Et là, c'est eux qui manipulent la fabrique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils se disent comment on arrive à être entendu par un grand dispositif comme la RATP. Et donc ils se rapprochent de la fabrique, ils expliquent leur projet à la fabrique et ils demandent à la fabrique de jouer un rôle d'intermédiaire avec d'abord la ville, puis avec les différentes grandes institutions qui sont sur un projet comme ça. Et là, de la même façon, ils arrivent à remettre en cause, y compris le projet de la RATP, qui s'aperçoit que finalement le contre-projet des habitants a l'air d'être mieux que le leur. Voilà. C'était une jolie petite histoire. On imagine qu'une histoire comme ça, peut-être sans l'appui du tout le travail associatif, du coup, elle aurait été vouée à un échec, à une non-réponse peut-être de la part de la RATP ou... Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que vraiment, c'est ça qui est pour moi la clé malgré tout. C'est-à-dire que la lutte, c'est l'énergie. Mais après, comment est-ce qu'on arrive à en faire une lutte fondatrice? À mon avis, il faut quand même mettre du lien. Il faut mettre de la compréhension. Il faut mettre de l'écriture des chemins entre les institutions. Parce qu'il y a des bocaux qui sont extrêmement fermés quand même dans notre fonctionnement d'écriture de la ville. Hein, et qui sont de plus en plus fermés. C'est-à-dire que moi, je me retrouve très très souvent à m'apercevoir que les choses se durcissent et se technocisent, enfin, je ne sais pas comment dire, mais on a de plus en plus un rapport de force très 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 difficile à installer parce que léonesque avec les techniciens des agglomérations en particulier ou des grands organismes de la ville, oui, bien sûr. Oui. Et ce travail-là que vous avez fait dans le cadre de la fabrique des Hauts-de-Montreuil, est-ce qu'on peut imaginer ça, l'exporter à travers tout le territoire, ou c'est vraiment la spécificité du tissu associatif de Montreuil dont vous nous parliez tout à l'heure qui a permis aussi cette collaboration et voilà, de mettre à partir des mobilisations, de mettre en place des projets de manière aussi concrète? Non, moi je pense que si on parle ce soir du projet de Montreuil, c'est un peu comme si on revenait de voyage d'un pays lointain. Vous savez, ça informe pas tellement sur la ville elle-même ou sur le pays lointain, mais ça informe sur le territoire dans lequel on vit partout. Moi, je trouve que Montreuil, c'est un territoire comme ça. C'est un territoire où les choses sont un peu contrastées, mais du coup, elles deviennent lisibles. Elles deviennent très, très, très vite compréhensibles, quoi. Et bien sûr, moi, je pense qu'on est évidemment dans un moment où l'énergie est à mettre sur l'initiative des habitants, sur la capacité du pouvoir d'agir ou sur la capacitation, très très vite, parce que l'État-providence c'est fini, ça marche plus, on peut plus s'y fier, et il va bien falloir qu'il y ait quelque chose d'autre qui se mette en place en face. Et là, en face, il y a énormément de compétences qui n'est pas reconnue, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Je veux dire, la SB11 qui change le projet de la RATP, c'est... Moi, je buvais du petit lait, quoi. C'est incroyable. Nous, quand on a vu arriver le projet, on a vu l'intelligence de ce projet, on s'est dit, mais comment on arrive à faire passer ça face à un rouleau compresseur
qui a déjà décidé comment les choses allaient se passer. Ben si, c'est possible. C'est possible par ce travail de mise en lien et par l'acceptation du conflit, effectivement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, là, le conflit est nécessaire et fondateur. Et dans le conflit, c'est pas toute l'institution qui est contre les habitants. Il y a plein de trolls dans l'institution qui vont nous permettre de mettre le pied dans la porte, qui vont nous permettre, là en l'occurrence, la commune a joué un rôle fondateur et déterminant pour faire que la RATP écoute à un moment donné. Très bien, merci beaucoup Pierre Mahé.